Bonjour Mila Kensei, bonjour Philippe Cornu. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Dzogchen Today. Merci. Nous allons parler dans ce deuxième épisode de Qu'est-ce que le Dzogchen sur l'évolution du Dzogchen. Et donc en premier lieu, est-ce qu'on peut réellement parler d'évolution du Dzogchen? Et si oui, parle-t-on de l'évolution historique du Dzogchen ou de l'évolution de la structure de l'enseignement? Qu'en est-il, Mila Kensei? Le Dzogchen a évolué, c'est une certitude. Il y a eu vraiment plusieurs périodes, on pourrait dire, dans l'évolution du Dzogchen. D'abord, la première des choses peut-être à déterminer, c'est que cette évolution est une évolution formelle. Lorsqu'on parle d'évolution de la grande perfection, c'est au niveau de ses formes, c'est-à-dire au niveau de sa transmission, de la façon dont on va l'enseigner aux autres. Donc c'est vraiment le cadre de cet enseignement-là qui évolue. Puis il y a une autre partie dans le Dzogchen, une autre spécificité de la grande perfection, c'est le fait que cette grande perfection, le cœur même de cette tradition, est absolument immuable, éternel, ne peut pas évoluer ou ne peut pas changer. Donc ce cœur de la grande perfection, c'est vraiment la nature primordiale de ce que nous sommes. Ça n'est pas quelque chose d'intangible, d'aléatoire, d'inconnu. C'est vraiment notre propre nature, et c'est notre propre nature en tant qu'être sensible et être humain en particulier. Et c'est cette nature-là qui est vraiment le cœur de la grande perfection. Et puis, à côté, donc, il y a la façon de faire passer ce cœur. Il y a la façon de faire passer cette grande perfection primordiale pour tout le monde, pour que chacune et chacun puisse découvrir ce trésor en soi-même. Et donc c'est ça qui va évoluer. Et donc cet aspect de l'évolution en fait de la grande perfection s'adapte particulièrement à toutes les conditions qui évoluent. Donc s'adapte au changement de société, s'adapte à la façon de penser qui bien entendu évolue. On sait très bien que la façon de penser au Tibet au XIIIe siècle n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui au XXIe siècle partout, bien sûr. Donc c'est cette évolution-là, en fait, des formes de la grande perfection, qui vont permettre de donner le plus naturellement possible, dans les périodes successives, cet aspect fondamental de la grande perfection. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, l'histoire, la géographie, tout ça va jouer dans l'évolution de la forme. La forme, c'est l'aspect, en quelque sorte, le contenant, comment on présente les choses. Et on ne peut pas présenter les choses de la même manière à une époque ou à une autre, ou dans des cultures différentes. Ça, c'est impossible, parce que ça ne va pas du tout fonctionner de la même manière, et donc les gens ne seront pas réceptifs à ce qui est d'une autre époque. Donc, il y a toujours, dans toute tradition, une adaptation de la forme, donc du contenant, de ce qui présente l'essentiel. Mais l'essence de ce qui est présenté, ça, c'est comme c'est notre véritable nature, et c'est la nature de toute chose, ça, c'est totalement immuable. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça ne change pas. Donc, c'est l'accès à cette essence qui est donné par différents moyens à différentes époques. Et c'est là où il y a une évolution nécessaire et inéluctable. Enfin, c'est tout à fait normal que ça puisse bouger. Mais par contre, le contenu, vraiment, ce qui est vraiment transmis, c'est quelque chose qui est au-delà du temps. Donc, ça ne bouge pas. Qui est directement également présenté, qui peut être directement présenté, parce que directement vécu. Oui. Et ce cœur-là, c'est celui qui est inaltérable. Bien sûr. Oui, et c'est quelque chose que, dans l'expérience du pratiquant, à chaque fois qu'on revient à cette expérience, c'est bien cette même expérience. Il y a cette familiarité qui va se manifester. Donc on revient vers quelque chose finalement qui transcende complètement l'espace et le temps. Mais cependant, il faut le transmettre dans l'espace et dans le temps. D'où l'évolution. Et y a-t-il du coup des jalons, on peut dire, historiques justement sur l'évolution de cette forme? Oui, bien sûr. Il y a vraiment une différence entre l'origine même de la grande perfection et puis son développement successif. Donc il y a eu des jalons au fur et à mesure de l'évolution, bien sûr, de l'adaptation dans le temps de la grande perfection. Si on remonte aux environs du 1er siècle de notre ère, au moins pour la partie Nyingmapa, pour la partie bouddhisme tibétain de la grande perfection du Dzogchen,
tout commence par Garab Dorje, qui est le premier maître humain. On dit d'ailleurs que Garab Dorje a reçu les instructions, les enseignements de la grande perfection directement de sa propre nature, que l'on nomme souvent Vajrasattva. Et cette propre nature donc, a jailli fondamentalement de l'esprit primordial, ou de l'aspect primordial de l'esprit, que l'on appelle aussi Kuntu Sangpo en tibétain, Samantabhadra en sanskrit. Donc le premier découvreur, le premier détenteur du Dzogchen bien date du 1er siècle environ de notre ère, et au fur et à mesure de son déroulé, Garab Dorje a enseigné à son disciple Manjushrimitra ce qu'il avait finalement découvert. Puis Manjushrimitra l'a transmis à son tour à son disciple Shri Singha. Shri Singha l'a transmis à Jnanasutra Vimalamitra. Il y a eu une autre lignée en parallèle par Vairochana, qui était un Tibétain d'origine, qui est allé dans le monde indien, dans le nord-ouest de l'Inde, pour recevoir les enseignements de Shri Singha. Et puis finalement, en tous les cas, toujours dans le monde Nyingmapa, une autre tradition venant de Padmasambhava, qui lui aussi était originaire du nord-ouest de l'Inde, et a notamment donc transmis ses enseignements au Tibet, dans le monde himalayen, puisque nous avons le Tibet, le Bhoutan, etc. Donc il y a eu déjà une évolution par rapport à la transmission d'origine qui a été faite dans le monde indien. Et puis elle est arrivée dans le monde tibétain. Donc elle a subi une altération, elle a subi une transformation pour correspondre bien entendu à la façon de penser, à la culture tibétaine, etc. Donc il y a eu une adaptation obligatoire, automatique. Et puis il y a eu une autre évolution par la suite, c'est notamment donc celle qui commence à apparaître au XIe siècle, c'est une tradition qui apparaît à ce moment-là, qui est celle des textes trésors, donc des enseignements qui réémergent à des périodes particulières parce qu'il y a un besoin de nouveaux enseignements. La tradition dit que ce sont les enseignements d'origine en fait de Padmasambhava, Vairochana, Vimalamitra qu'ils ont donnés directement à leurs disciples et que leurs élèves en fait vont retrouver dans des existences successives comme des enseignements directement soit jaillis de leur esprit, soit retrouvés même dans le paysage, au Tibet, au Bhoutan, etc. Dans des piliers de temples, par exemple, dans des lacs, dans des rochers, etc., etc. Donc c'est un petit peu on le considère un peu comme étant la partie magique un peu du Dzogchen, cet aspect des termas, mais pourtant qui est extrêmement structuré aussi dans sa façon d'être transmis, dans ceux qui vont la recevoir, ceux qui vont à nouveau redécouvrir les textes trésors, etc. Donc on assiste à partir véritablement le grand, on pourrait dire la grande explosion des termas à partir du XIVe siècle, notamment avec un Terton qu'on appelle Karma Lingpa, qui a redécouvert le cycle des Karling Chitro, donc des enseignements principalement sur la mort et sur les états intermédiaires. Et puis il y a, bien entendu, au fur et à mesure des siècles qui se sont déroulés, donc des noms comme Rigzin Gedem, comme Terdak Lingpa, donc Rigzin Gedem à la fin du XIVe siècle, Terdak Lingpa au XVIIe siècle, Jigme Lingpa, bien sûr, qui est peut-être le détenteur actuel des termas les plus pratiqués dans le monde et dans le monde Dzogchen, bien sûr. Et ces enseignements-là, donc le Nongchen Nyingtik, ont vraiment sont peut-être parmi les plus pratiqués à l'heure actuelle, mais ça ne s'est pas arrêté là. Au XIXe siècle, les Dudjom Tersar, donc Dudjom Lingpa, un autre Terton, un autre découvreur des trésors, qui a développé les enseignements dits Dudjom Tersar, donc les nouveaux enseignements de Dudjom. Et puis Chogyal Namkha Norbu, beaucoup plus proche de nous, puisque c'est très 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 récent. Donc ça veut dire que cette évolution en fait des enseignements de la grande perfection continue à se faire et continue via les deux types de lignées, les deux types de grandes traditions du Dzogchen, la lignée Kama
et la lignée Terma, donc les deux aspects de la bouche, de l'oralité directement, et puis des enseignements trésors, des enseignements redécouverts. Donc on arrive en fait maintenant à cette confluence-ci, et peut-être à une nouvelle évolution maintenant. Et en fait, c'est deux traditions vraiment très complémentaires. Kama, longue transmission orale, ininterrompue, de maître à disciple, jusqu'à nos jours, depuis l'origine, mais avec des possibilités d'affaiblissement, parce que dans le temps, il peut y avoir des interruptions, des choses comme ça, c'est des altérations, disons, puisque en fait, si c'est interrompu, c'est interrompu. Hein. Mais, les termas qui rafraîchissent en fait la transmission. Et on a un exemple récent avec Chogyal Namkhai Norbu. Il a tout un cycle de terma dans lequel, par exemple, il réunit les 3 séries du Dzogchen, 3 séries d'enseignements, alors que dans la tendance habituelle, disons chez les Nyingmapa, c'est la 3e série, celle du Menga D ou les Nyingtik, justement, qui est devenue tellement prépondérante que les 2 autres sont quasiment pas enseignés. Et là, son terma permet de réactiver en quelque sorte la continuité des trois séries. Donc c'est très important parce que effectivement ça rafraîchit quelque chose qui était en train de s'éteindre. Et donc ça redonne toute la richesse de l'enseignement. Et sa globalité aussi. Et sa globalité, exactement. Et donc on a également cela dans l'autre tradition, la tradition des Bonpo. On a une transmission qui commence exactement de la même manière avec Kuntu Zampo, le même, le Bouddha primordial, c'est-à-dire la nature fondamentale et ultime de toute chose, mais également notre nature fondamentale. Alors vous voyez, c'est à la fois quelque chose qui est l'origine de la lignée et en même temps c'est l'aboutissement de la lignée en nous. La grande perfection. C'est une boucle. Hein, quand on parle d'une lignée, on a l'impression que ça part depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, mais c'est une boucle. Spatio-temporel. Et donc de Kuntu Zampo, ça passe à Shen Laokar, qui est le dieu Shen de lumière blanche, qui correspond à Vajrasattva, donc la luminosité même de Kuntu Zampo, et laquelle se manifeste sous la forme d'un être humain qui est Tonpa Shenrab Nyo, qui est le premier maître humain du Dzogchen. Après, il y a des lignées qui vont se diversifier. Il y a 3 grandes lignées dans le Dzogchen Bonpo. Il y a la lignée la plus ancienne qui est le Shanshung Nyingyu, la transmission orale du Shanshung, qui est une lignée de type Kama, purement Kama. Donc, longue transmission orale, mais là, dans lequel on a pris soin qu'il n'y ait vraiment aucune interruption jusqu'à nos jours. Et c'est les textes les plus intéressants peut-être parce que les plus archaïques, les plus fondamentaux, les plus simples, et ils sont vraiment d'une grande limpidité. C'est des textes qui ont été... Alors on les a en tibétain à partir du XIe siècle, mais auparavant, on sait qu'il y a un maître qui les a traduits en tibétain parce qu'ils étaient en langue du Shangchung originellement. Le Shangchung était un royaume qui jouxte le monde perse. Hein. Il y a 2 autres traditions, Dzogchen Drakpa Korsum, les 3 proclamations du Dzogchen, qui est un système terma, et l'Atri, le guide du A blanc, qui est également un autre système terma, qui apparaissent par des tertones, les premiers tertones, les premiers découvreurs de trésors aussi chez les Bonpo, vers le XIe siècle. Voilà. Donc 3 grandes lignées, mais il y a donc ces 2 aspects aussi, donc il y a l'aspect terma et kama. Simplement, la chose, c'est que l'évolution chez les Bonpo a amené, enfin, elle est plus simple parce qu'il y a moins de transmission, il y a moins de lignées, hein, parce que les Nyingtik Nyingmapa sont nombreux, hein. Même si la lignée du Dzogchen Nyingtik est à l'heure actuelle dominante, il y a plein de petites lignées aussi de Nyingtik. Et donc chez les Bonpo, c'est plus simple, simplement. Et on arrive à nos jours, et effectivement, il y a aussi le fait que les Bonpo ont ouvert l'enseignement assez aisément, assez facilement, notamment en dehors du Tibet, aux Occidentaux.
Peut-être parce que c'est une petite école aussi qui était plus fragile et qui était menacée peut-être d'extinction aussi. Mais il y a eu aussi l'idée que vraiment le blockchain était tout à fait adapté pour l'Occident à notre époque. Alors bien sûr, c'est pas seulement les Bopos qui le disent maintenant, mais il y a eu quand même une initiative assez importante de ce côté-là. Oui, à l'heure actuelle, il y a aussi une très grande ouverture côté Nimopa, et c'est ce qui fait toute la richesse de la proposition à l'heure actuelle. Oui. Où il y a beaucoup de propositions, et donc cette richesse de propositions est d'autant plus intéressante pour le blockchain. Tout à fait. Donc on peut dire aujourd'hui que le blockchain, en tout cas dans son développement actuel, n'est plutôt complètement mondial, ou est-ce qu'il touche plutôt certaines régions géographiques, certaines civilisations? De toute façon, il est très présent chez nous, surtout en Occident. Il est présent, bien entendu, aux États-Unis. Ça commence vraiment à se développer de plus en plus. La preuve, il est présent chez nous en Europe aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il est en train aussi de se développer. Le blockchain vraiment est en train de prendre des formes différentes un petit peu partout et en fonction des pays, puisqu'il s'adapte, il réagit au fur et à mesure de l'évolution culturelle, donc des disparités culturelles. Donc il est beaucoup plus présent maintenant dans ces régions occidentales. Bien entendu, il est présent aussi en Chine, notamment, dans toute l'Asie forcément. Pourquoi je parle de la Chine? En Russie aussi. Je parle de la Chine parce que cette diffusion est toute nouvelle, même si il y a une très grande tradition entre le monde tibétain et le monde chinois historiquement. La diffusion du blockchain se fait en Chine depuis véritablement très peu de temps. Et notamment grâce à Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche, qui avait commencé à enseigner en Chine. Donc on pourrait dire que, voilà, en gros, il y a 3 zones géographiques fondamentales: l'Asie, à l'heure actuelle, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, les États-Unis, un petit peu également en Amérique du Sud. Et ce que l'on voit fleurir, ce que l'on commence à voir fleurir, c'est vraiment une particularité, des particularismes régionaux qui commencent à émerger. On ne va pas avoir le même accès. Encore une fois, on l'a dit auparavant, la grande perfection, le cœur de la grande perfection ne peut pas varier, il est absolument immuable. Donc c'est la grande perfection fondamentale, primordiale. Et puis, ce que l'on voit vraiment apparaître, ce sont des formes différentes d'accès à cette grande perfection primordiale. Où, par exemple, on voit aux États-Unis une approche plus centrée sur l'individu ou l'humain vers le primordial, alors que chez nous en Europe, c'est un petit peu plus, en tous les cas, c'est ce que j'ai remarqué dans les dernières années. En Europe, c'est plus l'aspect primordial et puis comme une sorte de cascade vers l'aspect individuel. Donc ce que l'on voit aussi, et c'est ce qui est très intéressant aussi dans cette adaptation aujourd'hui, et c'est tout le cœur d'ailleurs du projet Dzogchen Today, hein, c'est le fait de pouvoir bénéficier en fait de cet aspect primordial dans le quotidien et de rendre notre quotidien ainsi primordial. Donc ça, c'est un petit peu cette proposition-là, à l'heure actuelle, qui commence à fleurir et qui, je pense, va être assez intéressante à suivre dans les années à venir pour voir où est-ce que ça va pouvoir déboucher. Peut-être qu'on aura des cordes arc-en-ciel très, très bientôt. Qui sait? Qui sait? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que déjà au Tibet, il y avait des pratiquants cachés, dans le sens où bon, par exemple, de simples bergers qui ont fait un corps d'arc-en-ciel à la fin de leur vie, personne ne savait qu'ils pratiquaient le Dzogchen. Donc, il y avait déjà ça au Tibet. Mais ce qui est intéressant pour l'Occident, c'est que on ne sait pas comment vont évoluer les conditions d'existence. Apparemment, ça ne va pas forcément vers le meilleur en ce moment. Mais il y a une possibilité, justement, de toujours continuer à pratiquer le Dzogchen parce que ça ne se voit pas. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas ostentatoire au niveau du rituel, au niveau, il n'y a pas tous ces aspects qui peuvent être trop visibles dans une période, par exemple, qui pourrait être répressive.
les tantras, ça devient plus difficile. Il faut vraiment s'isoler à ce moment-là pour pouvoir les pratiquer. Mais là, le Dzogchen peut se pratiquer en toutes circonstances, à n'importe quel moment, de la manière la plus discrète qui soit. Et dans la tradition, on dit toujours que le Dzogchen se pratique en fonction des conditions. Donc ces conditions-là, si elles deviennent plus difficiles, si elles sont plus difficiles pour nous, à l'heure actuelle, apparemment, c'est effectivement peut-être le cas en termes de difficulté d'existence par rapport à nos conditions de vie. Le Dzogchen s'adapte de manière extrêmement naturelle à toutes ces conditions. Il y a un temps Rinpoche qui a passé beaucoup de temps dans les prisons chinoises, a continué à pratiquer et à enseigner même aux autres prisonniers, dans des conditions vraiment particulièrement difficiles. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous avez évoqué tous les deux d'ailleurs